premier à s'installer au pupitre. Eh bien, il s'agit de Gonéry Le Causanais, ingénieur au BRGM, expert internationalement reconnu sur les impacts du changement climatique, notamment dans le domaine des risques côtiers. Il est co-auteur du 6e rapport du GIEC et nommé aussi au sein du Haut Conseil pour le climat. Une présentation sur le thème « Que se passe-t-il sur les côtes françaises, Atlantique, Méditerranée et Outre-mer ». Merci d'applaudir Gonéry Le Causanais. Bonjour. Alors, 25 minutes, ça vous va? Ça sans problème. Merci beaucoup. Merci de votre invitation à nouveau. Merci aux organisateurs et puis donc voilà pour l'accueil. Donc effectivement, vous allez revoir quelques slides que vous avez vus hier matin si vous étiez là, mais je vais essayer de ne pas dire exactement la même chose. J'avais commencé en parlant de cette petite ville là, Velette-sur-Mer, là, en Seine-Maritime, où finalement, en première vue, on a l'impression que tout est parfait. On a l'impression qu'on a un espace naturel. En fait, ce n'est pas du tout le cas, évidemment. On a une digue, on a une barrière qui ferme l'estuaire de la Durdan à chaque marée haute pour éviter que la plaine soit inondée par ailleurs. Et en fait, vous voyez aussi que les habitations sont plutôt près de la mer, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai à l'échelle nationale. Plus vous approchez de la mer, plus vous avez d'habitations, plus vous avez de personnes exposées, plus vous avez d'habitations touristiques, etc. Donc on a une forte exposition, et il y a quelque chose qui va tout changer à ce beau paysage, c'est l'élévation du niveau de la mer, et c'est quelque chose, évidemment, qui va d'autant plus changer que votre littoral, il est bas, meubles, et puis effectivement les falaises de grès ou les falaises de gneiss par exemple seront moins exposées, mais il y aura des changements partout. Et donc qu'est-ce qu'on sait de l'élévation du niveau de la mer? Alors l'élévation du niveau de la mer, on sait avec les données marégraphiques, avec les données d'altimétrie spatiale, qu'elle s'est élevée d'à peu près 20 cm depuis le début du XXe siècle. Elle était stable auparavant, elle était stable pendant les 2000 années précédentes. On sait que c'est lié à l'expansion thermique des océans. Les océans se réchauffent, ils se dilatent, à la fonte des glaciers, et puis depuis les années 2000, au début de la fonte de l'Antarctique et du Groenland. On sait également qu'on ne pourra pas arrêter l'élévation du niveau de la mer. C'est quelque chose de très particulier. Si vous regardez par exemple les températures extrêmes, les canicules, les précipitations intenses dont on a parlé tout à l'heure, en fait, au moment où on aura stabilisé le climat, alors peut-être, si on suit l'accord de Paris, bien en deçà de 2 degrés, et peut-être au-delà malheureusement, eh bien, en fait, ces températures extrêmes cesseront de s'aggraver. Donc, on stabilise le climat, les températures cessent de s'aggraver. Mais l'élévation du niveau de la mer, elle se poursuit pendant des siècles, parce que les glaciers de montagne, l'expansion thermique des océans, l'Antarctique et le Groenland mettent des siècles à se réajuster à ce nouveau climat. Donc vous voyez que même dans un scénario très optimiste, c'est le scénario bleu où on a stabilisé le climat à peu près à 1,5 degré, 2 degrés, eh bien en fait vous avez comme une élévation du niveau de la mer qui se poursuit au rythme actuel qui est à peu près de 4 mm par an. Et puis pour des scénarios plus élevés, donc 3 degrés, 4 degrés, etc., eh bien vous avez une élévation du niveau de la mer qui est d'autant plus importante, qui continuera à accélérer jusqu'à atteindre peut-être 1 cm par an, voire davantage. Et ça, tout dépend de nos décisions actuelles, tout dépend des émissions de gaz à effet de serre que l'on émettra dans l'atmosphère. On n'arrêtera pas l'élévation du niveau de la mer, ça veut dire qu'en 2300, on aura des élévations du niveau marin global qui seront de plusieurs mètres en fait. Donc vous avez le scénario très optimiste où c'est entre 50 cm et 3 mètres, mais en fait la réalité c'est peut-être plutôt entre 1,50 m et 7 mètres, sans pouvoir exclure 15 mètres. Alors 15 mètres c'est peut-être beaucoup, on peut dire peut-être 12 mètres ne peut pas être exclu en 2300, c'est quand même énorme. Et si on a 12 mètres en 2300, ça veut dire que dès le 21e siècle, on a eu un effondrement précoce de calottes de glace en Antarctique et au Groenland. Donc évidemment, tout ça, c'est un problème pour beaucoup de zones côtières dans le monde, pas uniquement pour la Manche, la Seine-Maritime, la Normandie, la France. Ça concerne tous les pays. Là, vous avez une centrale nucléaire à Anvers, qui est au niveau de la mer, c'est dans le fleuve, évidemment, l'Escaut. Et puis Venise, qui est un site emblématique de l'élévation du niveau marin. Donc j'ai parlé des causes. Alors les causes de l'élévation du niveau de la mer, je répète, c'est expansion thermique des océans. Au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, c'était la principale contribution. L'océan se réchauffe, il se dilate. Vous avez la fonte des glaciers de montagne. Donc les glaciers de montagne, il en reste quoi, 20 cm à peu près à fondre. Ce sont surtout les grands glaciers arctiques. Les Alpes, oui, les glaciers alpins vont fondre, malheureusement, mais ça représente très peu d'élévation du niveau de la mer par rapport à ces masses de glace que vous avez quand vous regardez les grandes îles arctiques, Terre de Baffin, Nouvelle-Zélande, etc. Et en fait, ce qui nous inquiète le plus, ce sont les grandes calottes de glace Antarctique et Groenland. Il y a des phénomènes locaux qui se produisent qui peuvent accentuer ou modérer l'élévation du niveau de la mer. Alors, c'est les déformations de la terre solide.
Il y a également le fait que comme on pompe de l'eau dans les aquifères, notamment dans le sous-continent indien, en Californie, c'est une petite contribution à l'élévation du niveau de la mer qui, au cours du XXe siècle, devrait représenter une dizaine de centimètres. Ce n'est pas notre problème principal, mais c'est vrai que voilà, on le prend en compte. Donc l'Antarctique et le Groenland, c'est notre principale inquiétude. Tout à droite, là, vous voyez, en fait, c'est de la gravimétrie spatiale. C'est en fait, on mesure la les variations du champ de gravité. Ça nous permet de voir les pertes de masse. Et vous voyez qu'il y a toute une partie, en fait, dans la partie gauche de l'Antarctique, on appelle ça l'Ouest Antarctique. C'est un peu bizarre vu la position de l'Antarctique par rapport au pôle, mais enfin voilà, on l'appelle comme ça. Et en fait, vous voyez qu'on a des parts de masse qui sont très importantes dans cette région-là. C'est une région, en fait, où vous voyez juste à gauche, là, la topographie de l'Antarctique, c'est quel est le socle sous la mer. Vous voyez que c'est une région où la calotte de glace, elle est en contact direct avec l'océan. Si la calotte disparaissait, en fait, on aurait une mer, en fait, on n'aurait pas de la terre. C'est toutes les parties en verte, excusez-moi, grâce à la mise en place des jauges, on peut voir que l'eau monte. C'est vrai. Et donc, un petit point, hein, le plus ancienne donnée, c'est à Brest depuis le XVIIe siècle, en fait. Donc en France, on a les plus anciennes données niveau marin. Et donc, effectivement, sur l'Antarctique, vous voyez voilà, tout ce qui est vert, etc., c'est un socle qui est au-dessus du niveau de la mer. Le reste, en fait, est bien en dessous du niveau de la mer. Donc, vous avez une calotte de glace qui est en contact direct avec l'océan. Donc, cet océan se réchauffe et on observe en fait un recul de cette ligne d'échouage, le contact entre la mer, la glace et le socle, sur ces grands glaciers. C'est ce qui explique ces pertes de masse qu'on voit à droite. Voilà. Le Groenland est une calotte très différente. Le Groenland représente à peu près 7 mètres potentiels d'élévation du niveau de la mer. C'est une calotte en fait, où il y a très peu de glace qui est en contact avec l'océan. Par contre, elle est très sensible à la météo. Ça veut dire qu'en gros, c'est en fonction des précipitations. Alors neige, c'est la fonte en surface. C'est ça qui va guider en fait le destin du Groenland. Voilà, on parle souvent de points de bascule. Les points de bascule, on les craint beaucoup en Antarctique, qui représentent 65 mètres potentiels d'élévation au niveau de la mer, qui ne fondra pas en 100 ans, mais quand même qui fondra au cours des milliers d'années qui viennent. Voilà. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on craint ? On craint qu'il y ait beaucoup de fonte en surface en Antarctique. Aujourd'hui, il y en a très peu, que ça fracture ces plateformes de glace qui sont en aval de la calotte, et qu'on a un écoulement très rapide de ces calottes de glace, qui soit encore plus rapide que ce qu'on voit aujourd'hui par gravimétrie spatiale. Alors on peut se dire, bon, l'élévation du niveau de la mer monte, certes, c'est au niveau global, et qu'est-ce qui se passe dans les régions où on est intéressé ? Donc voilà, France métropolitaine, Outre-mer par exemple. Malheureusement, en fait, dans la plupart des régions habitées, l'élévation du niveau marin, elle est très proche de la moyenne globale. Donc ça, vous pouvez le vérifier, vous allez sur un site qui est sur le site de la NASA, il présente les projections du niveau de la mer en fonction de niveau de température qui vous intéresse, en fonction de la date qui vous intéresse, 2130, 2050, etc. Et puis, il y a quand même quelque chose en fait, qui fait que localement, ça peut être aggravé ou modéré, c'est les mouvements verticaux du sol. Donc là, en fait, depuis une vingtaine d'années, on a un grand programme européen de surveillance par satellite de l'environnement. C'est le programme Copernicus, auparavant GMES. Ce programme, il comprend une composante qui est en fait, des satellites qui mesurent les mouvements verticaux du sol. Et ces mouvements verticaux du sol, quand ils sont en zone côtière, en fait, ils s'ajoutent à l'élévation du niveau de la mer d'origine climatique. Donc vous pouvez aller vous amuser à regarder qu'est-ce qui se passe à Cherbourg. Vous allez voir que les quais, par exemple, comme beaucoup de quais un peu partout, ils s'enfoncent un peu, voilà, quelques millimètres par an. C'est le cas un peu partout. Les grandes régions en France qui inquiètent beaucoup, c'est par exemple le nord de l'agriculture, le nord de l'Adriatique, la région de Venise, où là vous avez de la subsidence très importante, le sol s'enfonce, la région de Thessalonique et le nord des Pays-Bas. En France, on a beaucoup de petits problèmes, mais pas des grandes zones où le sol s'enfonce de manière massive. Bon, malgré tout, quand on fait le bilan en Europe, on a à peu près la moitié des zones basses en Europe côtière où on a une subsidence qui est supérieure à 1 mm par an. Donc c'est quand même quelque chose d'important à regarder. Alors qu'est-ce qui se passe quand le niveau de la mer s'élève ? La première chose qui passe, c'est quelque chose qui a été mentionné aujourd'hui, c'est vous avez à marée haute des quais qui sont inondés. Voilà, alors là, ce n'est pas des quais, c'est en Guyane, c'est dans l'ouest de la Guyane. Vous avez historiquement un petit village, en fait, à Wala, Mayalimapo, qui est inondé régulièrement lorsqu'il y a des houles du nord. Et puis, dernière grande marée, là, cet hiver, il a été inondé, mais sans qu'il y ait de houle. Parce que c'est cohérent avec l'élévation du niveau de la mer, on s'y attendait, on avait dit que ça finirait par arriver au cours de cette décennie. Donc c'est bien ce qui est en train de se passer. La deuxième chose qui nous intéresse, c'est les tempêtes. Donc lorsque vous avez des tempêtes, en France on est très sensible à ça après le Xynthia,
vous avez le niveau marin qui augmente parce qu'il y a l'effet de la baisse de la pression atmosphérique, il y a l'effet du vent qui pousse les masses d'eau vers la Terre, et il y a l'effet des vagues. Donc là, c'est une représentation d'une tempête à Palavas-les-Flots qui a eu lieu en 82. C'est validé avec des données qu'on a fait ultérieurement et puis avec des témoignages de l'époque. Et ce qu'on voit, c'est que si vous avez la tempête à l'époque, voilà, on a fait cette modélisation qui semble à peu près correcte vu les témoignages qu'on a eus. Vous avez l'eau qui rentre dans les rues, en fait. Si on rajoute 35 cm d'élévation au niveau de la mer, c'est voilà, le début de la deuxième partie du XXIe siècle. En fait, vous avez pratiquement tout le lit d'eau qui est inondé. Puis si vous avez 1 mètre, ça pourrait être la fin du XXe siècle, et que vous avez cette tempête qui survient, là, tout le lit d'eau est complètement inondé avec des hauteurs d'eau importantes. Et je pense qu'après un événement pareil, on se posera la question de l'habitabilité du lit d'eau. Voilà, on ne sait pas quand il adviendra, etc. Mais si ça revient, ce sera certainement des questions qui seront posées. Sur ce sujet, la France a quand même beaucoup progressé parce qu'après Xynthia, il y a une prise en compte explicite de l'élévation du niveau de la mer. Alors c'est seulement 60 cm, mais tout de même c'est là, pour éviter d'urbaniser dans les zones les plus exposées aux risques littoraux. Donc c'est très important d'appliquer ces plans de prévention des risques littoraux. Sur l'érosion a de multiples causes. C'est lié aux vagues, aux courants, aux marées, mais petit à petit, on se rend compte que l'élévation du niveau de la mer, on arrive à le voir dans de plus en plus de sites. Alors c'est vrai qu'un site comme l'Aquitaine, où vous avez en fait, des masses de sable énormes qui sont déplacées par des vagues qui sont extrêmement énergiques, voilà, c'est peut-être pas là qu'on va voir en premier les effets de l'élévation du niveau de la mer. Vous voyez qu'après les tempêtes de 2013-2014, vous avez les épis là, qui ont été complètement déchaussés parce qu'en fait, on a perdu de mémoire 2 mètres d'épaisseur de sable sur la plage. Voilà, l'hiver suivant, on n'a pas eu de tempête, les plages étaient complètement engraissées et vous avez les mêmes épis là, qui sont à peine visibles. Donc vous avez en fait au cours des saisons des masses de sable énormes qui sont déplacées. Malgré tout, on a quand même une érosion qui petit à petit en fait que les villages en Aquitaine ils se retrouvent en avant par rapport à la ligne de côte. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à gérer. Ça veut dire qu'il n'y a plus de plage, ça veut dire qu'il faut dépenser de l'argent pour des protections ou à un moment, il faut peut-être relocaliser aussi. Et ça, c'est quelque chose. Et c'est d'autant plus difficile que l'érosion peut survenir pendant un événement très, très soudain. Xynthia, là, par exemple, là, vous êtes pas loin de la Faute-sur-Mer. Hein, sur cet événement, vous avez eu 20 mètres de recul soudain pendant la tempête. Vous voyez qu'il y a des maisons là, qui étaient à peine finies, qui ont été à moitié démolies, en fait. Hein. Donc vous avez vraiment quelque chose là, ça peut advenir à la fois à des échelles très courtes et très longues. Bon, l'exemple que je cite souvent, c'est les îlots en Nouvelle-Calédonie, où là, très clairement, on voit qu'ils sont en érosion. C'est pas normal qu'ils soient tous en érosion. Et quelle peut être la cause à part l'élévation du niveau de la mer? Il y a de bonnes chances que ce soit ça, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à l'élévation du niveau de la mer? En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'à long terme, vu qu'on va au-devant de plusieurs mètres d'élévation du niveau de la mer, alors sans doute pas au XXIe siècle, mais au XXIe siècle, au XXIIIe siècle, c'est clair qu'on va vers des mètres d'élévation du niveau de la mer, en fait, on n'a que 2 options. En fait. C'est reculer ou protéger, quel qu'en soit le coût. Voilà. Dans l'intermédiaire, on a quand même beaucoup d'autres options qui se offrent à nous. On peut réduire la vulnérabilité des bâtiments. C'est un peu le projet qui a été présenté tout à l'heure, là, les bâtiments sur lesquels on peut imaginer qu'il y ait une submersion partielle sur quelques événements extrêmes. Voilà, à Cherbourg, là, c'est quelque chose qui peut être fait. On peut éviter de construire pour éviter d'aggraver les choses. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qui est beaucoup mis en avant en Asie, où si on ne fait rien, on va avoir des millions de personnes qui vont s'installer dans des zones, dans des grands marais, dans des grands deltas, en fait, en Asie du Sud-Est. Et puis, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas que l'élévation du niveau de la mer. On a un développement économique, on a des questions de gestion de l'eau, d'usage des sols, et puis le changement climatique, ce n'est pas que l'élévation du niveau de la mer, c'est également une accélération du cycle de l'eau. En fait, l'atmosphère, quand elle est plus chaude, elle demande plus d'eau. Alors, quand il fait sec, en fait, ça fait plus de sécheresse. Et puis, quand il y a de la pluie, ça fait des précipitations plus intenses. Donc on a également ce problème d'inondation lié aux pluies intenses qu'il faut gérer. Et les températures qu'on oublie un peu, c'est à la fois pour les personnes, mais c'est aussi pour les écosystèmes, pour la sécurité alimentaire, etc. Donc on a tous ces phénomènes en fait, qui font que la côte, elle a déjà beaucoup changé, elle va beaucoup changer dans le futur. Et puis savoir où on va, là on ne peut plus dire on sait où on va en fait. On a plusieurs scénarios.
Et en fait, il n'y en a aucun qui est très simple et ils coûtent tous très cher, hein, il faut être lucide. L'adaptation à coût zéro, je pense que c'est un leurre. On peut en fait, voilà, on va vers soit des reculs, soit des protections massives. Donc les protections, qu'est-ce que c'est? Souvent, c'est de l'ingénierie. Quand vous faites beaucoup d'ingénierie côtière, au bout d'un moment, vous perdez des écosystèmes côtiers. C'est ce que vous voyez à droite, en Guadeloupe. Alors même quand vous faites de la protection massive, comme ici aux Pays-Bas, là c'est dans le sud-ouest des Pays-Bas, c'est une barrière estuarienne, elle se ferme pendant les tempêtes, vous pouvez quand même penser aux écosystèmes. Là, c'est un site sur lequel la barrière estuarienne elle a été conçue de telle manière qu'il y ait quand même une très forte ouverture et on puisse conserver de l'aquaculture dans l'estuaire. Ce type d'infrastructure, aujourd'hui, si on le construisait, il coûterait 5 milliards d'euros. Hein. Donc l'adaptation à coût zéro, j'y crois pas du tout. Hein. Voilà. On ne fera pas ça partout. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'estuaires sur lesquels, même en mer du Nord, où il y a eu beaucoup de barrières estuariennes qui ont été faites, sur lesquelles on n'envisage pas ce type d'infrastructure. Par exemple, voilà, l'Elbe du côté de Hambourg, on ne fera pas ça. L'Escaut non plus, en fait. Hein, ils envisagent plutôt tout un panel de relocalisation, protection là où c'est nécessaire, etc. C'est très compliqué à organiser, mais c'est probablement ce qui est le plus judicieux à mon avis. Mais voilà, il faut bien voir qu'on a ces protections. Et il faut bien voir que dans les zones où on observe aujourd'hui une élévation du niveau de la mer très rapide, c'est lié en fait à l'enfoncement du sol que je mentionnais tout à l'heure, c'est souvent en Asie du Sud-Est, et souvent les gens spontanément vont vers des protections de plus en plus massives. C'est le cas à Jakarta. Vous avez un quartier ici là, qui est inondé fréquemment. Au début, c'était une petite digue qui a été construite un petit peu spontanément, quoi. Puis à un moment, ça ne suffisait plus, donc ils ont étendu, ils ont gagné sur la mer, ils ont fait des digues de plus en plus énormes, et puis en fait, petit à petit, ils vont devoir faire des pompes de plus en plus importantes pour évacuer l'eau. En fait, au bout d'un moment, vous êtes piégé dans de plus en plus de protection, et vous n'avez pas le choix que de continuer. Alors à Jakarta, ils pourront peut-être se le permettre, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que par exemple, l'État, il est un peu dubitatif. Hein. En Indonésie, il dit « Ouh là là, peut-être que quand même, il faudra penser à relocaliser certains quartiers. » Localement, ils ne veulent pas bouger, ils continuent. Vous avez la moitié des gens qui habitent dans ce quartier qui ne savent pas que les problèmes qu'ils ont sont liés à la subsidence côtière. Ils pensent que c'est lié aux précipitations intenses. Donc déjà, voilà, ils ne savent pas à quel problème ils sont en train de faire face. Alors face à ça, on a la relocalisation, avec l'exemple emblématique de l'immeuble du Signal. Il me reste combien de temps, s'il vous plaît ? Merci. Super, merci. Donc, bon, l'immeuble du Signal, effectivement, c'est un exemple de relocalisation, quand même largement subi. Hein. Pour en arriver à la démolition du bâtiment, il n'y avait probablement pas d'autre solution technique. Il y a eu des procès qui ont été engagés, en fait. Hein. C'est lié au fait qu'en France, on n'a pas d'indemnisation pour les immeubles qui, en fait, subissent l'érosion côtière. On s'oriente petit à petit vers une indemnisation, mais qui soit très ciblée. Et je pense que c'est très important de cibler ce type d'aide, parce qu'évidemment, on ne veut pas que la solidarité nationale, elle vienne compenser la perte de biens de luxe, qui mettrait en péril les finances publiques, hein, encore plus. On veut que ce soit vraiment ciblé sur les propriétaires de résidences principales, qui n'ont pas les moyens, qui ont des moyens modestes, en fait. Hein. Et ça, c'est vraiment ce vers quoi s'engage l'État si on lit les rapports de l'inspection du ministère de l'Environnement, les différents rapports publics qui ont été émis. Bon, l'immeuble du Signal, vous voyez, il y a 30 ans, il a été construit à 200 mètres de la côte, et puis c'est un secteur où le sable va soit au nord, soit au sud, mais il ne reste pas là, et puis 30 ans après, vous avez l'immeuble qui est au ras de la mer, et puis vous avez beau mettre du sable au pied, de toute façon, au bout d'un moment, ça ne suffit plus, il faut détruire l'immeuble, il n'y a pas tellement le choix. Alors, dans tout ça, en fait, il y a le risque que l'adaptation, elle se fasse au détriment des écosystèmes côtiers. Vous savez que les écosystèmes sont en déclin massif. Vous avez le rapport du GIEC sur le climat, le rapport de l'IPBES, c'est le GIEC de la biodiversité. Là, c'est, je dirais, à côté de ça, le rapport du GIEC est presque une lecture du soir pour les enfants, en fait. Hein. Donc, le rapport du GIEC le rapport de l'IPBES sur la biodiversité nous dit qu'on a une extinction massive liée à l'exploitation directe des écosystèmes, liée à la destruction d'habitats, liée au changement climatique, à la pollution et puis aux espèces invasives. Et donc, le côtier, comme tout le reste, est menacé. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que ces écosystèmes côtiers, ils nous rendent des services. Les coraux, ils nous fournissent du sable pour les plages. Les mangroves, elles nous protègent pendant les submersions marines. Les dunes, elles évitent que les bâtiments soient frontalement devant la mer. On peut planter les dunes pour favoriser l'engraissement des dunes. On peut laisser les bancs de posidonie sur les plages, notamment en hiver, pour éviter qu'il y ait trop d'érosion. Donc ces écosystèmes, ils nous rendent des services. C'est intéressant de les protéger. Et quel que soit le type de projet auquel on ait affaire, que ce soit de la protection ou de la relocalisation, c'est bien de penser aux écosystèmes.
Et évidemment, c'est beaucoup plus facile sur la relocalisation parce qu'on crée de l'espace, mais même sur la protection, on peut le faire. Voilà, ça, je ne sais pas pourquoi c'est là. Les risques climatiques, si vous voyez, même si vous habitez en Autriche, vous êtes concerné par l'élévation du niveau de la mer. Alors pourquoi? Parce que ces risques climatiques, ils ne restent pas dans une région. Vous avez des inondations en Thaïlande, liées aux pluies intenses, dans une zone très basse côtière. Ça empêche une usine de produire pour l'industrie automobile. Le Japon a des pertes de productivité. L'Europe assure ses usines. Et donc, à la fin, vous avez des pertes économiques qui représentent 2 ou 3 fois les pertes directes et qui se retrouvent un petit peu partout dans le monde, y compris en Europe, à travers le commerce, la finance, etc. Ça, c'est vraiment un sujet important. C'est quelque chose en fait, qui est encore mal compris, de mieux en mieux compris. Et on soupçonne en fait que les impacts économiques du changement climatique, aujourd'hui, ils sont fortement sous-estimés dans les estimations qu'on a à notre disposition. Il y a des études qui nous sont sorties, que j'ai mentionnées hier. Voilà, 1/3 du PIB, ça pourrait représenter 1/3 du PIB, l'impact du changement climatique, si on ne change pas sur l'adaptation. Face à ça, il faut bien voir que la transition énergétique, elle est quasiment neutre en termes d'investissement économique. C'est-à-dire que vous allez avoir une perte de PIB, une fraction du PIB, c'est rien du tout, avec effectivement des redistributions massives entre secteurs. Les renouvelables vont se développer de manière massive, et puis par contre, l'automobile va souffrir. Mais voilà, il faut bien voir que, qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère avoir des dommages massifs sur l'économie ou une transition qui est difficile, mais qui nous, finalement, va être avantageuse pour nous? Et je pense que c'est un peu ça l'idée à laquelle on peut se raccrocher pour essayer de se dire que ce changement climatique, c'est aussi une opportunité pour nous d'aller vers un futur qui soit désirable. En fait, on sait très très bien ce qui va se passer si on n'atténue pas le changement climatique, si on dépasse les 2 degrés, les 1,5 degré, etc. Il n'y aura pas de miracle en fait. On aura plus d'érosion, on aura des submersions marines, on sera pris de vitesse par l'élévation du niveau de la mer, on n'arrivera pas à faire des projets côtiers suffisamment rapidement pour se protéger. On aura aussi plus enfin, la pêche traditionnelle va s'effondrer parce qu'on aura mon collègue en parlera tout à l'heure, on aura les eaux de l'océan qui seront trop chaudes, on aura des pertes massives, des mortalités de masse, on les a déjà en Méditerranée. Et puis on aura des problèmes de production alimentaire, de sécheresse et des mortalités pendant les canicules. Et on aura du mal à gérer tout ça. Je pense que personne ne veut aller dans ce scénario-là. Le scénario qui est désirable, c'est le scénario à 1,5 degré, où effectivement on peut atteindre un niveau de vie qui soit meilleur que celui d'aujourd'hui. Alors là, on va bien au-delà du côtier, mais pour le côtier, ça veut dire se donner du temps pour l'adaptation, ça veut dire effectivement des espaces côtiers plus agréables, avoir un attrait touristique, des écosystèmes sains, évidemment des activités portuaires, mais sur lesquelles on a le temps de s'adapter. Et puis, bien au-delà de ça, c'est une meilleure qualité de vie, une meilleure santé, des pratiques agroécologiques qui se développent pour l'agriculture, des villes qui se végétalisent pour limiter les effets de l'îlot de chaleur urbain, et puis évidemment des aires marines protégées, vraiment protégées, qui permettent d'avoir des poissons dans la mer. Donc cette adaptation transformationnelle, elle offre vraiment des opportunités, et je pense que là, on a vraiment un projet qui est intéressant. Comme on disait tout à l'heure, le courage politique, il est essentiel là-dedans. Il y a une autre chose qui est essentielle, c'est d'avoir un discours clair par rapport à ça. Un responsable politique ne peut engager de telles transformations que s'il a un mandat politique clair pour s'engager là-dedans. Ça suppose d'en discuter bien en amont et de dire très clairement, de poser dans le débat ces sujets de climat, environnement, biodiversité. Alors au niveau local, c'est parfois le cas, mais au niveau national, on peut regretter que ce n'est pas encore tout à fait le cas. Donc voilà, donc, réussir l'adaptation côtière, qu'est-ce que c'est? C'est déjà atténuer le changement climatique. Limiter le réchauffement climatique, le stabiliser au niveau les plus bas possible, de manière à ce qu'on se donne du temps pour l'adaptation. Et puis l'adaptation, parce qu'effectivement, on n'a pas tellement le choix, il va falloir s'adapter. On peut s'adapter plus ou moins bien. Ce qu'il faut bien toujours avoir en tête, c'est que c'est vrai que s'adapter à l'élévation du niveau de la mer actuellement, ce n'est pas forcément très difficile. 20 cm d'élévation du niveau de la mer, bon voilà, rehausser les quais, tout le monde sait faire. Mais ce qu'il faut avoir toujours en tête, c'est qu'on n'évitera pas des mètres d'élévation du niveau de la mer. Et ne pas oublier l'effet verrou de nos décisions actuelles. On met en place une infrastructure critique en zone basse, il faudra la gérer pendant toute sa durée de vie. Et par exemple, vous parlez d'une centrale nucléaire, la Cour des comptes nous dit, en 2120, elles seront toujours là. Donc il faudra les gérer en 2120 avec des niveaux de la mer qui seront peut-être relativement bas si on réussit la transition, peut-être, je ne sais pas moi, 50 cm, 60, 70, mais peut-être très haut aussi si l'Antarctique s'effondre, donc peut-être 1,50 m, 2 mètres. Donc je vous remercie de votre attention, et vraiment mon message c'est
profitons du fait que nos transformations sont indispensables pour finalement restaurer des écosystèmes sains avec des bénéfices pour la santé, la justice sociale, l'économie et la biodiversité. Merci Gonéry pour cette présentation claire et précise. Merci d'avoir respecté le temps imparti. Alors vous restez avec nous, hein, bien sûr, vous restez sur scène puisque nous allons maintenant donner la parole à Fabrice Pernet. Il est chercheur à l'IFREMER à Brest, spécialisé en écophysiologie des organismes marins. Et je crois qu'il va nous parler des huîtres. Est-ce bien cela, Fabrice ? Alors oui, mais pas seulement. Mais pas seulement. Mais pas seulement, on va parler des écosystèmes, on va parler du vivant. Et vous avez 15 minutes. Et j'ai 15 minutes. Voilà, bien bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Merci à l'organisation pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler de ce sujet, même si ce dont je vais vous parler n'est pas forcément que des bonnes nouvelles. Parlons un petit peu du vivant. On a beaucoup parlé de physique, de température, d'augmentation du niveau de la mer. Quel est l'effet de l'augmentation de la température sur les océans ? Les océans se sont déjà réchauffés. Globalement, plus 1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Qu'est-ce que ça implique, plus 1 degré ? C'est des migrations de masse chez les organismes vivants. C'est des organismes marins qui, finalement, se retrouvent à migrer vers le nord dans l'hémisphère nord et vers le sud dans l'hémisphère sud. C'est une augmentation de la température qui n'est pas linéaire. C'est-à-dire que la température augmente, mais on observe également maintenant de plus en plus des vagues de chaleur marine, ce qu'on appelle des canicules marines. Donc avec le changement climatique, c'est qu'on voit apparaître de nouveaux termes quasiment tous les ans, dômes de chaleur, etc. Enfin, et maintenant, on entend parler de canicules marines depuis à peu près 2012-2013. La première a été détectée sur la côte ouest des États-Unis. C'est des vagues de chaleur. Typiquement, on en a une en 2023. L'Atlantique Nord-Est s'est réchauffé massivement à l'échelle de l'Atlantique Nord-Est. Donc, ce n'est pas une flaque d'eau. Ce que je vous dis là, c'est de l'équateur jusqu'au pôle, de la côte est des États-Unis jusqu'à la côte ouest européenne, avec des anomalies de température quasiment de plus 5 degrés dans les îles anglo-normandes. Plus 5 degrés pour des organismes qui ne bougent pas, c'est la mort assurée. C'est globalement la mort des laminaires qui sont fixés sur des rochers, qui dépérissent. Voilà, ça c'est le réchauffement climatique réel dans les océans. L'océan, globalement, se réchauffe à peu près à la même vitesse que la Terre, malgré sa grande inertie. Globalement, ça se réchauffe à peu près à la même vitesse. On attend plus 3 degrés à l'horizon 2100. Voilà, ça c'est un des premiers problèmes du CO2, c'est le réchauffement, comme il se produit sur Terre, on le connaît tous. Globalement, les gens y sont assez sensibles, on l'a tous expérimenté dans nos vies. Quand on se baigne, les eaux sont plus chaudes. Les ostréiculteurs, les conchiliculteurs avec lesquels je travaille, puisqu'on va parler d'huîtres, quand ils mettent les mains dans l'eau, quand ils vendent des huîtres à Noël, il fait 15 degrés finalement dans les hangars, quand avant il en faisait 4. Ça veut dire que les produits se tiennent moins bien. Ça, c'est des choses qu'on expérimente et qu'on comprend bien. Ça, c'est la partie, je dirais, visible de l'iceberg. La partie cachée de l'iceberg, c'est quoi ? C'est ça. C'est ce qu'on appelle l'autre problème du CO2, c'est-à-dire que le CO2 qui nous réchauffe, eh bien, une partie de ce CO2, 25% très précisément, se dissout dans l'eau, et en se dissolvant dans l'eau, qu'est-ce qu'il fait ce CO2 ? Il forme de l'acide carbonique. Voilà, c'est de l'acide, c'est un acide faible, mais c'est un acide quand même. Et cet acide-là, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, en plus d'acidifier l'eau, eh bien, il va modifier la chimie du carbone dans l'océan. Et ce qui va se passer, eh bien, finalement, c'est qu'on va créer des situations qui sont corrosif pour le calcaire. Alors vous allez me dire pourquoi je vous parle du calcaire, on n'est pas là à fabriquer du calcaire, nous on ne cherche pas à fabriquer du calcaire, mais il y a des organismes dont finalement pour lesquels ça c'est vital, c'est leur exosquelette. Le calcaire, globalement, c'est les coquillages que vous voyez ici. Sur cette photo, ce que vous voyez, c'est un lot d'huîtres qui a été élevé dans 15 conditions d'acidité, croissante en allant vers la gauche. Ça veut dire que le pH, qui est l'unité de mesure de l'acidité ici, quand il diminue, c'est que l'acidité augmente. C'est comme ça qu'il faut lire cette photo. Et donc là, vous voyez clairement sur cette photo l'impact de l'acidification de l'océan sur des coquillages, ici, des huîtres creuses, telles qu'on les cultive ici à Cherbourg et que l'on consomme chaque année. Et donc là, on voit bien l'impact de l'acidification sur les coquilles. En fait, quand le pH diminue, quand l'acidité augmente, les eaux deviennent corrosives vis-à-vis du calcaire, le calcaire se dissout. Voilà. Donc cette acidification des océans, elle est en cours. C'est un processus qui est en cours, qu'on ne va pas arrêter demain, par rapport à l'ère pré-industrielle. Alors, autant on a pris plus 1 degré dans l'océan, et l'acidité de l'océan a augmenté d'à peu près 25%. Voilà, donc ça c'est un fait, c'est avéré. Les projections GIEC les plus réalistes nous indiquent une acidification qui va augmenter de l'ordre de à peu près 150% à l'horizon 2100. C'est-à-dire que c'est un doublement et demi, finalement, de l'acidité de l'eau de mer. Ça veut dire qu'on va être dans des situations qui vont être vraiment corrosives pour les coquillages.
On a fait un petit exercice, on a suivi le pH de l'eau de mer dans différentes baies en France où on élève des coquillages et notamment donc, le site le plus propice à l'acidification aujourd'hui en France, c'est la baie d'Arcachon, c'est le bassin d'Arcachon, où, donc, qui est un bassin qui est très connu pour la production d'huîtres. Peut-être que plusieurs d'entre vous y sont allés, ont eu l'occasion de déguster des huîtres dans des cabanes avec des ostréiculteurs. Ce bassin-là, on observe aujourd'hui déjà des épisodes d'acidification extrême et ponctuels qui sont liés finalement au métabolisme de la zone côtière, donc ça c'est normal. Mais déjà naturellement dans la zone côtière, on a des eaux qui sont un peu plus acidifiées, bien souvent, pendant certaines périodes de l'année, par rapport à l'océan global. Ces épisodes d'acidification ponctuelle, qu'est-ce qui se passe? En gros, on a des eaux qui sont corrosives pour les coquillages, à peu près 3-4 jours par an, 10 jours par an, et ça se produit naturellement. Ces épisodes d'eau corrosive, on va les voir apparaître de plus en plus fréquemment, et on a fait quelques simulations à partir des scénarios GIEC, et on observe qu'en 2050, sur un bassin comme Arcachon, les eaux seront corrosives pour les coquillages à peu près 10% du temps à l'horizon 2050. Ça veut dire 1 mois et demi par an. Ça veut dire que c'est 1 mois et demi par an pendant lesquels, quand vous mettez un coquillage dans l'eau, la coquille va plus tendance à se dissoudre qu'à se fabriquer. Voilà, donc ça c'est une réalité. À l'horizon 2100, c'est 50%. Ça veut dire que c'est la fin finalement de la conchyliculture dans ces écosystèmes-là. Voilà, donc des organismes dits calcifiants qui fabriquent des coquilles. Alors là, je vous parle des coquillages, mais il n'y a pas que ceux-là. Il y a évidemment dans les zones tropicales les coraux, par exemple, que l'on connaît bien, qui sont des calcifiants, qui abritent une grande biodiversité, qui sont des points chauds de biodiversité. Il y a des espèces beaucoup moins emblématiques que l'on connaît moins, qui sont à la base des réseaux alimentaires, des chaînes alimentaires, qui sont par exemple des coccolithophores, qui sont des algues microscopiques qui fabriquent du calcaire, qui sont à l'origine des falaises de Douvres, par exemple, que l'on connaît bien, ces dépôts calcaires. Donc tout cela va globalement s'éroder, se corroder et peut-être amené à disparaître. Alors vous allez peut-être me demander à quoi ressemble un écosystème sous acide, on peut le dire comme ça. Alors moi j'aime bien présenter cette photo-là qui en dit long, parce que d'abord elle est très belle au premier abord. On est dans un bain bouillonnant, dans une espèce de jacuzzi, et là on est dans la baie de Naples, au large d'Ischia, en Italie, où il y a des remontées de CO2 d'origine volcanique, et donc ce genre d'écosystème, qui existe depuis très longtemps, nous donne une idée de à quoi peut ressembler un écosystème demain sous acide. Alors, ça a l'air très joli comme ça, c'est vert, c'est bleu, il y a des bulles, mais c'est finalement un écosystème qui est très appauvri par rapport à ce qu'il se passe quelques mètres plus loin où il n'y a pas ces bulles. On voit une nette différence quand on compare les deux types d'écosystèmes. On voit bien que, on observe sur un écosystème acidifié enrichi en CO2 la disparition totale. Donc là, il y a un petit schéma qui explique globalement, conceptuellement, comment ça se passe. Une disparition totale des organismes calcifiants, donc les coraux, les oursins, les coquillages, tout cela a disparu. Et donc c'est finalement, du point de vue de la biodiversité, des écosystèmes très appauvris. Voilà, là on est dans un écosystème à pH à peu près 7,4, avec des grandes fluctuations, et où on voit bien que la vie a quand même du mal à s'installer. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des végétaux, des algues vertes, qui eux n'ont aucun problème avec le CO2, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais c'est globalement une perte de la biodiversité qu'on va observer associée à l'acidification des océans en cours. Voilà, donc ça c'est le deuxième problème du CO2. Et le troisième, dans les océans, moi j'aime bien dire que l'océan est sous la triple contrainte du carbone. Réchauffement, acidification, et la troisième contrainte, c'est la désoxygénation. Et l'une des raisons simples, c'est pas la seule, mais on va se contenter de celle-là pour aujourd'hui, c'est que quand on réchauffe de l'eau, l'eau dégaze, en fait, elle perd du gaz. C'est ce qui se passe dans votre casserole quand vous faites bouillir de l'eau, globalement. Et donc, cette eau-là perd son oxygène. Donc, finalement, on a des organismes qui se retrouvent exposés à du réchauffement, à de l'acidification et à de la désoxygénation. Là, on a vraiment un cocktail pour un effondrement écologique. Donc, c'est pour ça que je vous disais, c'est pas très gai quand on dit les choses comme ça, mais c'est une réalité. Il faut bien se rendre compte qu'on va faire face à une 6e extinction qui est amorcée aujourd'hui. Donc une perte de biodiversité massive liée à cette triple contrainte dans l'océan, dans les mers. Voilà, donc quand on dit ça, qu'est-ce qu'on peut proposer? Alors, quand même peut-être aborder un point, c'est que tous les écosystèmes ne sont pas équivalents vis-à-vis de cette triple contrainte. Ici, j'ai représenté un écosystème type rade de Brest, un écosystème intertidal, où la marée découvre, un écosystème qui est très fluctuant, où les espèces sont habituées à faire face à des grandes variations de l'environnement, et un écosystème tropical, outre-mer, donc là on est à Moorea, à Tahiti, où là les conditions sont extrêmement tamponnées, ça varie très très peu, il fait quasiment tout le temps la même température, le pH de l'eau de mer, l'acidité est extrêmement stable, et dans ces milieux-là, les conséquences sont catastrophiques. Quand on parle d'augmentation de la température à plus de degrés, c'est 70% des coraux qui ont disparu de la surface du globe. Il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, on a quand même troqué l'avenir des récifs coralliens au bénéfice de l'industrie pétrolière. Il faut quand même se dire ça. Et qu'à plus 4 degrés, il n'y en a plus. C'est des écosystèmes qui auront complètement disparu.
Voilà, donc il faut savoir ça quand on pense à ce qui peut se passer dans la zone équatoriale tropicale. C'est clairement un drame à venir. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, je ne vais pas vous laisser là-dessus sur un constat complètement alarmant. On parle d'adaptation, sachant bien sûr que l'adaptation sans l'atténuation n'a absolument aucun intérêt. Moi j'ai envie de dire que si on n'a pas de politique sévère, ambitieuse, d'atténuation de nos émissions de gaz à effet de serre, de CO2, ça ne sert à rien de penser à de l'adaptation, de remonter la hauteur des immeubles, etc., parce que de toute façon, on y passera. C'est un petit peu pareil pour les organismes marins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on réfléchit à des solutions fondées sur la nature. Par exemple, quand on pense à de la conchyliculture, si on veut maintenir des élevages de coquillages, qu'est-ce qu'on peut faire? On a une triple contrainte, réchauffement, acidification, désoxygénation. On peut agir au moins sur deux d'entre elles assez facilement. Le réchauffement, on ne peut rien faire, on ne va pas mettre des glaçons dans l'eau, on ne va pas mettre des climatiseurs, on ne va pas mettre des refroidisseurs. Mais en revanche, ce qu'on peut faire assez facilement, c'est jouer un petit peu sur les relations avec les vivants, se dire que, par exemple, si on met des algues dans l'eau, si on végétalise le milieu, alors on ajoute des organismes photosynthétiques. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces organismes-là? Ils vont piéger du CO2. Donc déjà, on enlève du CO2, on remonte le pH de l'eau de mer, on diminue l'acidité. Donc on crée un refuge contre l'acidification pendant qu'il y a de la photosynthèse. Et en même temps, ces algues-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles émettent du dioxygène et permettent de limiter la désoxygénation qui est en cours. Voilà, donc nous, on travaille aujourd'hui beaucoup sur des solutions locales à l'échelle de petits bassins de production dans lesquels les eaux ont des temps de séjour assez longs, des eaux qu'on peut travailler. Et donc localement, on peut espérer, je ne veux pas dire sauver des filières, mais en tout cas les rendre plus résilientes vis-à-vis du changement climatique en associant par exemple des algues avec des coquillages. Voilà, c'est des solutions sur lesquelles on travaille. Autre solution intéressante qu'on peut imaginer, alors j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que les coquillages, on dit souvent que ce sont des puits de carbone, des puits de CO2, c'est tout à fait faux, ils sont émetteurs, parce que le processus de la calcification, de la fabrication de la coquille est un processus qui émet du CO2, donc non, ce ne sont pas des puits de carbone. La bonne nouvelle, c'est que quand une réaction va dans un sens, elle va aussi dans un autre. C'est-à-dire que si les coquillages, quand ils fabriquent de la coquille, ils émettent du CO2, quand on met des coquilles dans l'eau, elles se dissolvent, et là, on piège du CO2. Et donc, on travaille, par exemple, avec les conchyliculteurs pour travailler sur des systèmes quelque part de circularité, de remise à l'eau des coquilles, pour rendre à l'océan son pouvoir alcalin, sa capacité à piéger du CO2 et à lutter contre l'acidification. Et donc, voilà. Donc là-dessus, on a quelques solutions à l'échelle locale. Et alors là, vous allez me dire, donc là, qu'est-ce qu'on voit? Les huîtres n'aiment pas l'acidification. En effet, quand elles voient du citron, ça va mal finir. Alors, sachez que l'eau de mer ne sera jamais au même pH que le citron. L'eau de mer est légèrement basique. Mais voilà, c'est vrai que quand on met une coquille et du citron, le citron a tendance à dissoudre la coquille. On ne le voit pas, mais c'est un fait. Il reste 3 minutes. 3 minutes. Alors, peut-être pour conclure, je vous parle de solutions à petite échelle. Mettre des algues avec des coquilles, mettre des coquilles dans l'eau pour capter du CO2, c'est bien intéressant. Et on peut imaginer ça à beaucoup plus grande échelle. Pourquoi pas couvrir l'océan d'algues pour piéger du CO2? Alors certains y pensent. Il y a de la modélisation là-dessus qui se fait. Des scénarios qu'on teste. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on peut imaginer de la culture d'algues massive pour piéger du CO2. Ça ne compensera jamais nos émissions de CO2 actuelles. Aujourd'hui, le potentiel de l'algoculture pour piéger du CO2 atmosphérique, il faut savoir que si on couvrait à peu près 20% de l'océan avec des algues marines, on capturerait au mieux 1 gigatonne de CO2. Vous allez me dire, 1 gigatonne, c'est quoi? 1 milliard de tonnes de CO2 par rapport aux 40 que l'on émet chaque année. Et ça, c'est 20% des océans couverts d'algues. Donc ce ne sont pas des solutions applicables à grande échelle pour capter nos émissions. Ces solutions-là sont intéressantes dans un contexte où on a fait de l'atténuation avant. Ces solutions-là sont intéressantes pour capturer le CO2 qu'on va inévitablement émettre à l'horizon 2050 quand on sera à zéro émission nette. C'est ce qu'on appelle les émissions inabattables. Donc ces solutions-là sont intéressantes si réellement on a amorcé des stratégies d'atténuation qui sont finalement en accord avec ce qu'on a signé dans les accords de Paris. L'alcalinisation des océans, ajouter du calcaire dans l'eau pour capter du CO2, c'est une solution aujourd'hui qui est évaluée, qui est testée. Donc ça ressemble un petit peu à la géo-ingénierie qu'on faisait à l'époque, l'ensemencement du fer dans les océans pour capter du CO2, favoriser la production primaire, etc. Aujourd'hui, on y réfléchit. L'utilisation de
roches carbonatées, silicatées, qu'on dissoudrait dans la mer pour augmenter l'alcalinité des océans et leur capacité à puiser du CO2. Ce sont finalement des techniques de géo-ingénierie. Donc moi, je vous parle de toute petite échelle de gestion de bassins, de coculture. Mais sachez qu'on peut y penser à beaucoup plus grande échelle et qu'il y a énormément d'engouement, énormément de travaux là-dessus. C'est tout ce qu'on appelle le Marine CDR pour Marine Carbon Dioxide Removal. Donc les stratégies d'élimination du dioxyde de carbone fondé sur l'océan, c'est quelque chose qui a le vent en poupe. Je pense qu'il faut travailler dessus parce qu'il y aura toujours des émissions de CO2 qui seront inabattables et il faudra trouver des solutions. Et l'océan est certainement une partie de la solution, puisque c'est un magnifique réservoir de carbone, 38 000 gigatonnes par rapport aux 40 que l'on émet. Il y a quand même moyen d'en mettre un petit peu, mais pour ça, encore faut-il qu'on veuille atténuer nos émissions. Voilà, merci. Merci Fabrice pour cette présentation. Installez-vous. Installez-vous pour la suite, puisqu'on va maintenant accueillir Mathieu Novak, rédacteur en chef de Sciences et Avenir, pour faciliter les échanges entre vous et avec la salle. Et on va aussi recevoir Sylvie Rouat, qui est journaliste à Sciences et Avenir, qui va nous présenter le programme Trek. Merci de les applaudir. Et n'hésitez pas à poser vos questions via le QR code. Vous avez la tablette, Mathieu, et vous avez 25 minutes d'échange donc, avec vos invités et la salle. Merci beaucoup, merci d'être venus aussi nombreux et pour nous écouter. Nous devions accueillir aujourd'hui Colomban de Vargas qui nous parlait d'une mission, encore sur un autre aspect du littoral, une mission qui s'appelle Trek. Il vous prie de bien vouloir l'excuser parce qu'il est souffrant, il est alité et donc il n'a pas pu se rendre aujourd'hui. Mais donc je vous présente Sylvie Rouat qui est au sein de la rédaction de Sciences et Avenir. Si vous êtes des lecteurs réguliers, vous connaissez sa signature et qui est partie il y a quelques semaines justement regarder une des étapes de cette mission. Donc, je l'ai proposé de venir nous rejoindre pour nous expliquer. Alors déjà, en 2 mots, cette mission Trek, c'est quoi, Sylvie ? Alors, c'est une mission qui s'est achevée le 31 juillet en Grèce, qui a fait le tour depuis avril 2023 des côtes européennes, 25 000 km. Ils ont fait 120 transits, c'est-à-dire des lignes de prélèvement en fait, entre la terre et la mer. L'idée étant de comprendre ce qui se passe justement à ce milieu qui est un milieu inconnu d'abord et qui unit quelque part 2 grands écosystèmes terrestres, la terre et la mer. Et à cet endroit-là, il se passe énormément d'échanges qui se passent à travers l'eau, à travers l'atmosphère, l'atmosphère basse, je veux dire. Et tous ces échanges, c'est à la fois toute la chimie que nous produisons et qui s'écoule depuis les terres jusqu'en mer. Mais comme il y a un brassage, la mer nous envoie également des virus, des bactéries, des tas de choses. Donc on essaye de comprendre au niveau moléculaire ce qui se passe. Et donc concrètement, ils arrivent sur place, ils ont choisi plusieurs points, ils ont fait un tour d'Europe. Ils ont fait un tour d'Europe, il y avait plusieurs sites. Ils ont traversé 21 pays avec 9 super sites où ils sont restés 1 mois en travaillant avec les scientifiques locaux qui ont une expérience des lieux et qui par ailleurs ont des données, enfin un historique des données qui permet de comprendre sur la durée ce qui est en train de se passer. Et par ailleurs, alors j'en parlerai, mais ils ont sur les 9 super sites, ils apportaient un super laboratoire. En fait, c'est une expérience unique, c'est-à-dire qu'ils ont créé un semi-remorque qui apporte les instruments les plus perfectionnés des très grands laboratoires sur place, sur le terrain, pour étudier le vivant. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, on prélevait des échantillons et on les congelait, on les mettait dans l'azote, etc. Et tout ça transforme le vivant. Donc ce qui arrivait au laboratoire était déjà transformé. Alors que là, le vivant est tout de suite étudié à un niveau moléculaire, génétique, qui est incroyable. À un moment, j'ai vu un écran, il y avait un organisme que je voyais, un organisme planctonique qui bougeait, voilà. Et on a zoomé, on est rentré à l'intérieur de la cellule. J'ai vu les structures de la cellule. Donc on arrive à ce niveau de compréhension du vivant qui est fascinant, pratiquement vertigineux. Et pour essayer de comprendre ensuite tout ce qui est symbiotique, c'est-à-dire tous ces petits organismes vivent les uns avec les autres et non pas les uns à côté des autres. Donc toute cette chimie que nous apportons, nos activités humaines, transforme également j'en sais rien exactement puisque les résultats ne sont pas encore là, mais éventuellement toute cette symbiose, cet équilibre général au niveau microscopique que nous ne connaissons pas. Et donc qu'est-ce qu'on prélève sur place ? On prélève et sur Terre et dans la mer ? Alors il y a c'est 2 laboratoires qui se sont... Enfin,
2 organismes qui se sont associés. Donc il y a le laboratoire européen de microbiologie moléculaire. J'espère que je ne me trompe pas, c'est le MBL, qui est un organisme européen, et qui, lui, était à terre, donc faisait des prélèvements de sédiments qui étaient au bord de la plage. On faisait un petit peu plus loin, une dizaine, vingtaine de mètres d'eau et de sédiments. Ensuite, il y avait une espèce, alors je vais dire des mots pour que tout le monde comprenne, mais une espèce d'aspirateur sur trépied qui était au milieu de la plage et qui aspirait pendant des heures l'air qui était à peu près à cette hauteur-là. Un peu plus loin, il y avait une équipe qui prenait du sable, beaucoup de sable qui était au fond de la plage. Cette équipe-là, ensuite, partait à terre. En fait, l'idée, sur une ligne sur la mer, on avance et on prélève. Et plus loin, on était... donc, c'était à Naples, c'est magnifique. Il y avait la baie, il y avait le Vésuve comme moi. Et ils prélevaient dans un jardin public de la terre pour voir effectivement quels sont les organismes présents, comment ils avancent, quels sont les polluants, quels sont les antibiotiques aussi, c'est des tas de choses comme ça. Qu'est-ce qui progresse de la terre vers la mer? Et à 1 kilomètre de distance, il y avait la goélette Tara, qui, elle, faisait des prélèvements d'eau de surface et qui avait en haut de son mât, alors je vais à nouveau utiliser ce mot qui est impropre, mais une espèce d'aspirateur d'air pour voir un petit peu les flux d'air aussi. Voilà. Donc tous ces prélèvements visent à comprendre cette interface totalement inconnue. Il n'y a pas eu d'études. À ce niveau, en plus de technologie, c'est une première. Et alors, est-ce que je peux parler de ce semi-remorque qui est extraordinaire? Je vais te demander justement. Ouais, qui est que sur 9 super sites. Donc il arrive, il est très grand déjà, mais il a un système hydraulique, une fois qu'il est garé, qui fait qu'il se déploie de chaque côté. Donc l'espace de travail s'agrandit. Et il est divisé en laboratoires humides, un peu sales, où quand vous ramenez des échantillons qui sont un peu contaminés par l'eau de mer, enfin contaminés n'est pas le mot, mais vous me comprenez, reste là. Et ensuite, une fois que tout ça est traité, il y a le laboratoire propre, mais qui est digne des plus grands laboratoires en Europe, qu'on connaît, comme le MBL en Allemagne. Et là, en fait, donc ils font de la génomique sur place. Et par ailleurs, alors après, il y avait un niveau de normalisation des échantillons. Ils voulaient pouvoir avoir des échantillons qui, sur toute la durée, vont être comparables. Donc, il y a eu une mise au point des protocoles extrêmement fines pour que chaque geste de prélèvement soit le même, quelles que soient les équipes. Donc, il y a des gens qui sont restés sur toute la durée pour pouvoir maîtriser justement les gestes de prélèvement pour qu'il n'y ait pas de biais, en fait, pour qu'à la fin, on ait une base de données extrêmement fiable pour qu'on puisse comparer donc tout ce qui se passe tout autour de l'Europe. L'idée également étant de normaliser ces pratiques pour qu'ensuite on puisse les appliquer dans d'autres expériences autour du monde. D'accord. Donc tu dis on n'a pas encore les résultats? Non. Là, début octobre, il y a le retour de Tara qui... fin septembre, là en ce moment, il y a une réunion des scientifiques qui eux-mêmes disent qu'est-ce qu'ils ont trouvé déjà de manière un peu... On n'a pas beaucoup de recul. Début octobre, il va y avoir des premières annonces, mais j'en suis là. Pas un petit scoop pour nous? Pardon? Pas un petit scoop pour nous? Alors bon. Si, c'est juste des différences de sédiments. Effectivement, au nord, vous ne trouvez pas les mêmes sédiments qu'au sud, ce genre de choses. Mais pour l'instant, ce n'est pas probant. Bon, donc Sylvie vous en reparlera très rapidement dans les colonnes de Sciences et Avenir. On a plusieurs questions du public, alors surtout n'hésitez pas à les poser via l'appli, ou si vous n'êtes pas équipé, il y a aussi un micro qui doit pouvoir circuler dans la salle, donc n'hésitez pas à lever la main et à faire un signe, puisque c'est surtout pour répondre à vos questions que nous sommes là, et j'en ai déjà 2 qui sont plutôt pour vous, Fabrice. La première, elle est d'ordre très très pratique. C'est une fois qu'on s'est régalé d'un bon plat d'huîtres, qu'est-ce qu'il faut faire des coquilles? Est-ce qu'il faut les rendre à la mer? Alors, moi, personnellement, c'est ce que je fais. Maintenant, je me dis que si tout le monde faisait ça, n'importe comment, peut-être qu'il y aurait des bouleversements écologiques, notamment sur les gros sites consommateurs. Demain, vous êtes à Arcachon et vous balancez vos coquilles sur le bord de la plage.
on va se retrouver avec finalement un impact globalement physique sur le sédiment. Donc c'est vrai qu'à très petite échelle, on peut le faire comme ça. Maintenant, ce qu'il faut, c'est organiser sur les sites de consommation de la collecte organisée et puis ces coquilles-là, les traiter pour les remettre à l'eau. On ne peut pas remettre des coquilles à l'eau avec en même temps du tissu, de la matière organique qui va se décomposer et qui va peut-être, du point de vue microbiologique, altérer l'écosystème. Donc il faut organiser la collecte sur les gros sites consommateurs, traiter ces coquilles, s'assurer qu'elles soient propres, exemptes de tout déchet et de toute contamination organique. Pourquoi pas les pulvériser pour les rendre plus solubles? Donc on travaille un petit peu sur ces process-là, parce qu'une coquille, quand vous la mettez dans l'eau de mer, elle reste 25 ans, elle est toujours là. Elle est plus friable, elle est plus cassante. Une partie s'est dissoute, mais pas complètement. Et donc ce qu'on veut, nous, c'est la dissoudre pour capter du CO2. Et donc là, on réfléchit à comment faire de manière écologiquement réaliste, en émettant le moins de CO2 possible, de manière le moins énergivore possible, rendre ces coquilles solubles, pulvérisables. Voilà, donc il y a quand même des choses à faire. Mais il y a des projets de mettre en place une telle filière? Eh ben, en fait, alors déjà, ces filières-là, il y a déjà de la récupération qui se fait autour des grands bassins conchilicoles, mais c'est généralement destiné à de la valorisation pour faire, par exemple, des peintures, pour faire des produits de consommation, pour faire des additifs dans de la nourriture animale, des apports de calcaire dans des champs, mais jamais pour remettre à l'eau, pour capter du CO2, ça sera vraiment une nouveauté. Il faut savoir que ces filières de récupération, de recyclage, elles sont quand même malgré tout minoritaires. C'est à la marge. Ce qu'on récupère, ce qu'on recycle, c'est à la marge. Aujourd'hui, il y a des friches ostréicoles dans plein d'endroits en France. On ne sait pas quoi en faire. Ça pourrit dans des palox sur le bord de l'estran. C'est pareil avec l'élevage des moules. Les coquilles des moules sont un peu plus difficiles à travailler, à recycler, parce que c'est une autre forme de calcaire. Enfin, je vous passe les détails, qui est un peu plus cassant, un peu plus fragile. Mais il y a un vrai chantier, là, à mettre en place. Des nouveaux métiers, en fait, à créer. Mais en attendant... Oui, Sylvie. Oui, par ailleurs, c'est très marginal, mais il y a 2 entreprises en France qui font de la porcelaine à partir de ces coquilles. Voilà, donc on trouvera des activités comme ça. Ouais. Mais donc en attendant, on ne les rejette pas, on les met à la poubelle. En ce moment, ce qui est dramatique, c'est qu'elles partent à l'incinération. La grande majorité des coquilles, et c'est partout en Europe et en Chine, pareil, la Chine est le premier producteur de coquillages au monde et tout part à l'incinérateur. Il faut savoir que quand on fait ça, en fait, c'est du bicarbonate océanique qui était très stable, qui n'émettait pas de CO2 ni rien. Les coquillages, en fait, pour faire du calcaire, utilisent du bicarbonate. Ce bicarbonate, on le prend, on le met dans un incinérateur, on en fait du CO2. Donc c'est franchement nul. Donc l'idée, c'est au contraire, c'est que ce calcaire redevienne du bicarbonate et qu'il ait piégé du CO2. Donc c'est doublement vertueux. On évite une émission et on fait de la captation. Voilà, donc on réfléchit là-dessus avec les filières, voir comment on peut mettre ça en place pratiquement. Merci. Une autre question pour éclaircir un point de votre exposé. Vous nous avez dit que la fabrication de la coquille calcaire libère du CO2. Oui. Comment ça? Alors, c'est simple. La réaction, globalement, de fabrication du calcaire va émettre du CO2. Et c'est un processus, en fait, biologique qui est complètement inévitable. Je pourrais vous écrire l'équation chimique sans aucun problème, mais c'est simplement que... Alors, sans l'écrire, est-ce que vous pouvez nous dire quel carbone à l'arrivée, pour quel carbone au départ, pour quel carbone à l'arrivée? On utilise le carbone qu'on va utiliser pour faire une coquille, c'est du bicarbonate, et ce qu'on va libérer, c'est du CO2 pour fabriquer du CaCO3, donc du carbonate de calcium. Voilà. Donc en fait, c'est le processus de... C'est le processus biologique de calcification qu'on connaît depuis maintenant plus de 50 ans, qui fonctionne de la même manière chez les coraux que chez les algues calcaires, que chez les coquillages, que chez tout le monde. C'est quelque chose qui est non négociable, c'est comme ça. Et malgré tout, depuis 2010, on voit, même dans la littérature scientifique, des gens qui tordent un peu le cou des équations, qui leur font dire ce qu'ils ont envie de dire, et qui vont après faire du lobbying auprès de l'Europe, du machin, du truc, pour avoir du crédit carbone pour faire de l'élevage de coquillages. Voilà, on a écrit un papier pour démentir tout ça, là, il n'y a pas longtemps, qui a été publié là, au mois d'août. On a reçu quelques petits commentaires pas forcément très agréables, mais la réalité, c'est ça. C'est que l'équation chimique, elle est incontournable. La calcification est un processus émetteur de CO2. Et donc là, il y a un discours de vérité à rétablir. Et c'est vrai que c'est plus difficile d'établir un discours de vérité que de balancer une fake news. Ça, c'est un fait, même dans la communauté scientifique. Voilà. Une question pour Gonéry. Alors, on sent, après votre exposé, que parmi les différentes mesures, il y a quand même la principale sur le long terme, ça va être de se déplacer, de déplacer les infrastructures. Alors, on me pose la question, est-ce que, puisque l'eau monte, est-ce qu'on envisage aussi, sinon, de vivre sous la mer?
ou est-ce qu'on va aller que vers les terres? Alors je dirais que en fait, dans le panel de solutions d'adaptation les plus originales que j'ai pu voir, on parle, si vous voulez, les villes sous la mer, j'ai pas vu. Les villes complètement artificielles sur des îles artificielles qu'on aurait nouvellement créées, ça oui. Par exemple, aux Maldives, effectivement, en fait, en gros, ce qui va se passer, c'est que déjà, là, aujourd'hui, ils subissent une massification de la mortalité des coraux. Donc, ils savent qu'à terme, il n'y a plus beaucoup de sable, en fait, de nouveaux sables qui vont arriver sur les îles. Donc, ils savent que leurs îles naturelles vont disparaître petit à petit au cours du 21e et du 22e siècle. Et en fait, ils savent que de plus en plus, ils vont avoir des submersions. Donc, en fait, ce qu'ils envisagent, c'est en fait de raser les vieilles îles, typiquement l'île de Malé, là, que vous connaissez tous, hein, c'est une île très urbanisée. Il y a des secteurs qui sont très bas, à terme, elle sera rasée. Et puis ils ont construit une nouvelle île au nord qui s'appelle Ouloumalé, qui est plus haute. Et petit à petit, ils peuvent continuer comme ça, pourvu qu'ils aient accès à l'économie internationale avec des remblais, etc. Voilà, évidemment, culturellement, c'est un peu dur. Hein. J'ai rencontré le ministre de l'Environnement des Maldives. Ça ne lui plaisait pas trop comme scénario, mais il disait qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'on pourrait envisager que si on crée des terres artificielles, autre question qu'on nous pose, des îles artificielles, est-ce qu'elles pourraient être aussi mobiles? Alors des îles mobiles artificielles, j'ai vu un projet en Corée, je crois que c'est marginal. Hein. Aujourd'hui, si vous voulez, on peut imaginer plein de choses. Mais bon, il faut quand même être réaliste. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on essaie de faire là? On essaie en fait de limiter les dégâts face à un changement climatique qu'on aurait déjà dû commencer à atténuer il y a 40 ans en fait. Parce qu'il y a 40 ans, on savait tout en fait. Hein. Donc en fait, on essaie de limiter les dégâts et pour ça, on a besoin de quoi? On a besoin de financement adéquat, d'une trajectoire politique claire et lisible et on n'a ni l'un ni l'autre. Donc en fait, on a besoin de 60 milliards par an en France de supplémentaires pour la transition. Oui, ils ne sont pas dans le budget, donc il faudra bien qu'ils y soient à un moment. On a besoin d'un plan national d'adaptation qui doit sortir à un moment. On a besoin d'une stratégie nationale bas carbone pour clarifier comment on fait après 2030 pour continuer à baisser les émissions de gaz à effet de serre quand on les aura divisées par 2 par rapport aux années 90. C'est pas tout à fait sûr qu'on y arrive, hein, loin de là. Voilà, et ça tarde. L'an prochain, on a un sommet qui est le sommet de l'océan à Nice. C'est le moment idéal pour faire des annonces, pour montrer en fait que la France, elle s'engage sérieusement pour la protection de l'océan. Ça passe par l'atténuation, donc sortir ces textes. Ça passe par l'adaptation, et donc pour le niveau de la mer, et également, voilà, je voudrais le dire, même si c'est plutôt ta spécialité, la protection des aires marines protégées, des zones côtières, aussi dans l'intérêt des pêcheurs, en fait. Hein. Sylvie, tu voulais poser une question? Oui, c'est une question franco-française. Quel est l'avenir de la Polynésie française? Alors, je dirais ce qui se passe, c'est que la Polynésie, si vous regardez l'ensemble des régions tropicales, c'est peut-être pas la plus exposée. Là où les choses vont très très mal, c'est clairement les Caraïbes, l'océan Indien, l'Ouest Pacifique. L'Est Pacifique, la situation est un peu moins défavorable. Alors pour plusieurs raisons. Déjà parce que tous les atolls, en fait, ils sont un peu surélevés pour des raisons, surtout les plus habités comme Rangiroa, etc. En fait, c'est des atolls qui sont sur un platier qui est légèrement supérieur, qui est légèrement au-dessus en fait de la mer. Donc on est dans une situation moins défavorable. Voilà. Après, ils ont les mêmes problèmes que partout. Hein. C'est vrai que Papeete, c'est une zone urbaine, il y a un port, il y a un aéroport, ils sont tous au-dessus du niveau de la mer. On voit bien qu'entre aujourd'hui et 2050, l'aéroport, à un moment, il va falloir rehausser la piste. Voilà, en fait, l'île, en fait, de plus en plus, en fait, on bétonne autour de l'île, voilà, pour empêcher l'érosion. Ce faisant, on a mis des murs, on augmente la réfraction des vagues, en fait. Donc, on crée encore plus d'érosion parce que les vagues viennent taper. Et puis le reflux des vagues, en fait, il enlève du sable au pied du mur, donc les murs tombent. Et en fait, donc, à Papeete, enfin à Tahiti et dans une certaine mesure à Moorea, il y a vraiment un enjeu de comment on fait pour gérer la zone côtière. Et dans les autres îles, je dirais que la situation est peut-être moins critique que ce qu'on peut voir, par exemple, dans l'Ouest Pacifique, les Maldives et les Caraïbes. Fabrice, vous voulez peut-être compléter, parce que c'est vrai que votre présentation portait le nom de la Polynésie, vous n'avez pas eu le temps de vous y attarder. Oui, alors, en Polynésie, en revanche, donc, voilà, il y a les contraintes physiques, les contraintes sur le vivant, elles vont être massives. La Polynésie, aujourd'hui, vit globalement, si je ne m'abuse, de 2 choses, le tourisme et la perliculture.
Voilà, donc on a fait la petite photo que je vous ai montrée sur l'huître creuse bien de chez nous. On a à peu près la même sur l'huître perlière. Alors, les perles, à la limite, on n'en mange pas, donc c'est pas très grave de ce point de vue-là. C'est pas une ressource alimentaire, mais en revanche, c'est une ressource économique majeure. Il y a toute une filière associée à ça. Et ce qu'on a pu observer, c'est que l'huître perlière est beaucoup plus sensible à l'acidification, au réchauffement, à la désoxygénation que l'huître creuse, pour les raisons que je vous disais, c'est qu'elles sont inféodées à un écosystème qui varie par nature très peu, et donc l'évolution n'a absolument pas sélectionné des gènes qui permettent de s'adapter à des variations de température, d'oxygène et d'acidité qui varient énormément. Donc ce qu'on a pu observer, nous, c'est que là où l'huître creuse présente des défauts de croissance, l'huître perlière, elle, meurt carrément. Voilà, l'huître perlière ne résistera pas à des niveaux d'acidification et de température tels que ce qu'on prévoit pour le GIEC, par exemple. Donc là, bon, non seulement ils seront envahis d'une certaine manière par les eaux, comme tout le monde quasiment, mais du point de vue des ressources vivantes, ça va être très difficile, d'autant que les récifs coralliens, eux, vont évidemment s'effondrer, qu'ils offrent des habitats, de la ressource, de la pêche, et que tout cela va évidemment tomber au tapis dans un monde à plus de degrés. Hein, on ne parle même pas de plus 4, là encore. Alors, une personne, Gonéry, nous demande dans le public, nous fait remarquer qu'on a assez peu parlé de restauration des écosystèmes naturels. Et c'est une excellente question, parce qu'en France, on expérimente. Il y a eu ce programme Adapto, justement, qui disait est-ce qu'il faut plutôt faire une digue, plutôt laisser faire, et qui a livré ses conclusions l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, bon, moi, je travaille au BRGM, et nous, au BRGM, on est très favorable à toutes les solutions qui permettent en fait, de restaurer des écosystèmes. Voilà, parce qu'on sait bien que c'est un enjeu massif en fait, pour la biodiversité, pour l'économie, pour le tourisme, etc. Et en fait que ces écosystèmes nous rendent des services pour la protection face aux inondations. Donc des dunes bien engraissées permettent de faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, des plantations de dunes, laisser la posidonie sur les plages, protéger les coraux. Alors les coraux, les protéger voilà, dans une certaine mesure, parce qu'au-delà de 2 degrés, les projections, c'est 99% de perte des coraux. Hein. Mais voilà, et puis les mangroves, enfin tous les écosystèmes, essayer de les protéger. Aujourd'hui, il y a le Conservatoire du littoral qui expérimente des solutions qui sont... Alors, qui comprennent de la protection, hein, c'est clair, mais également de la renaturation, des reculs. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, il y en a dans l'estuaire de l'Orne, il y en a le Val de Sanne, ça a été présenté hier, en Seine-Maritime. Il y en a également baie de Lancieux, il y en a également un petit peu en Outre-mer, en Guyane. Toutes ces expérimentations sont extrêmement bien. Et puis surtout, je pense que le Conservatoire du littoral a l'avantage, dans ses missions, de acheter du terrain. Et en fait... Pour l'adaptation, on a besoin d'acheter du foncier. Ça a été mentionné tout à l'heure à Cherbourg. C'est vrai à Hambourg, c'est vrai sur le littoral, et en fait, c'est vrai ailleurs aussi. Hein. Est-ce qu'on a le même outil pour les autres zones où on a besoin d'acheter du terrain pour faire des nouvelles zones pour l'empanchement des crues dans les fleuves? J'en suis pas sûr, en fait, au-delà du conservatoire. Donc, je pense que ces expérimentations d'adapto sont vraiment très intéressantes. Il faut voir aussi que le conservatoire le fait en concertation avec tous les acteurs, donc agriculteurs, élus, etc. Oui, parce que concrètement, on laisse des champs s'inonder, on déplace des maisons, mais on voit apparaître des nouveaux écosystèmes. Exactement. Et alors, ceux qui profitent les écosystèmes qui en profitent beaucoup, c'est beaucoup l'avifaune, hein, c'est les oiseaux. Voilà. Alors, c'est vrai que les reptiles et puis les insectes un peu moins, parce que lorsqu'on a le champ qui est inondé, ben voilà, on a des... Mais globalement, on a des bénéfices pour les écosystèmes. Le fait de libérer de l'espace pour qu'il soit une zone tampon entre la terre et la mer, quoi. Alors, il nous reste 3 minutes et une dernière question pour tous les deux, enfin chacun à votre tour. Si vous nous avez proposé des discours absolument passionnants qui font réfléchir, qui font peur, même pour les questions un peu anecdotiques, on saura qu'on n'aura plus de plage et plus d'huîtres. Je pense que la réalité va sauter à la figure de tout le monde. Les gens ici, qui se déplacent, sont extrêmement sensibilisés. Mais vous, vos discours, au niveau des instances politiques, au niveau de la France, au niveau de l'Europe, est-ce que vous avez le sentiment d'être écouté et de jouer un rôle dans l'action publique finalement? Alors moi, c'est un peu particulier parce que j'ai travaillé pour le GIEC. Donc le GIEC, il rend ses conclusions aux États. Donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas écouté. Les États approuvent ligne par ligne les rapports du GIEC, en fait. Je travaille pour le Haut Conseil pour le climat, c'est pareil. En fait, le gouvernement nous écoute. Il a même une obligation légale de répondre à nos recommandations. Bon, le fait d'écouter, ça ne veut pas dire que les choses vont bien. En France, on a une diminution des gaz à effet de serre, mais elle n'est pas suffisante. Il n'est pas du tout garanti qu'on atteigne les objectifs en 2030. Il y a quand même des choses en fait, qui aujourd'hui sont inquiétantes. On parlait hier, nos collègues canadiens parlaient du protocole de Montréal en fait, pour la biodiversité.
On a un plan biodiversité en décembre 2023 qui est sorti. 2 mois après, vous avez une grande partie des mesures qui ont été annulées par voilà, les agriculteurs demandaient des prix justes, on peut tout à fait le comprendre, et la réponse a été de les autoriser à déroger à la réglementation environnementale. Et là, évidemment, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut appliquer les accords ou pas? Voilà. Donc, si vous voulez, on est écouté. Je pense qu'il faut reconnaître que quand même, oui, enfin, à travers ces différentes instances. Mais l'action derrière, elle ne vient pas que toute seule. Et je pense que c'est important d'avoir un débat clair et de se dire, on sait où on va si on continue comme ça, en fait. Et ça va très, très mal se passer, il faut être clair. Hein. Et vous, Fabrice, notamment au niveau local, vous parliez de ces expérimentations avec les algues pour maîtriser l'acidité. Est-ce qu'on fait appel à vous? Est-ce qu'il y a un dialogue qui s'enclenche entre... Oui, il y a un dialogue. On est de plus en plus sollicité, on le ressent. On est de plus en plus sollicité même par les élus, par les politiques de tous bords. Maintenant, j'ai quand même encore l'impression, et ça dépend du bord politique, hein, il faut se le dire clairement, que pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas encore compris qu'il faut mettre le vivant au centre du dispositif. Pour le moment, la nature est vue comme une externalité, quand elle devrait être au centre de nos préoccupations, parce que c'est finalement ce sur quoi repose finalement le bien-être de nos sociétés. Et pour le moment, c'est toujours vu comme une externalité. Alors oui, bon, voilà, il y a le changement climatique. Bon, oui, en effet, il va falloir s'adapter. Oui, il va falloir atténuer. Mais bon, là, tout de suite, j'ai d'autres crises à gérer. On est dans la gestion de la crise et on n'a pas encore compris que la véritable crise, le véritable problème, le véritable enjeu planétaire, c'est le changement climatique. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas encore mis ça au centre. Vous voyez. Merci beaucoup, Fabrice Pernet, Gonéry Le Cazanet. On vous applaudit très fort. Et merci beaucoup à Sylvie, dont vous continuerez à lire les aventures dans les colonnes de Sciences et Avenir. Merci beaucoup. Et merci à Mathieu Novak pour la modération de ces échanges. Merci à tous les trois merci Mathieu pour ces échanges passionnants.